décarboner l'économie. Le Shift Project s'est donné deux objectifs. Donc le premier, c'est d'éclairer, donc en constituant en fait, des groupes de travail sur les thématiques les plus délicates, en produisant, donc ça je reviens là-dessus, des analyses systémiques, robustes, chiffrées, et élaboration de propositions innovantes. L'objectif c'est d'influencer les décideurs politiques, d'influencer les décideurs économiques, et récemment en fait aussi directement d'influencer le grand public. Donc comment en fait, campagne de lobbying, organisation d'événements, création de partenariats et diffusion de travaux. Je montrerai tout à l'heure, parce que c'est dans mon sac, le livre du Shift Project, du plan de transformation de l'économie française, qui est disponible, qui est ici, voilà, le plan de transformation de l'économie française. Voilà. Un peu plus rigolo, qui n'est pas directement affilié au Shift Project, vous avez aussi une BD de Jean-Marc Jancovici, donc voilà la petite photo ici, qui a fondé le Shift Project. Donc tout ça, il y a une vingtaine de salariés au Shift Project, c'est peu, c'est pas assez, et donc pour produire toutes ces études, ils sont soutenus par les Shifters. Donc les Shifters, c'est une asso de bénévoles qui a été créée en 2014, dont il y a plusieurs objectifs, mais le premier des objectifs a été d'appuyer le Shift Project dans la production de toutes ces études. Un deuxième objectif des Shifters, c'est de diffuser en fait, les travaux du Shift Project auprès de différentes instances, les élus locaux, le grand public, etc. Mais il y a aussi la production de contenu supplémentaire. Les Shifters proposent une conférence qui s'appelle Teach the Shift, une conférence climat d'une heure à peu près, qui permet d'expliquer un peu les problématiques du réchauffement climatique. Rapidement sur les valeurs des Shifters, bon, vous les voyez là. Je vais insister sur la rigueur scientifique et l'impartialité. Donc on n'est pas du tout affilié à un parti politique, ça nous permet en fait de discuter avec tout le monde et d'être entendu par tout le monde, ce qui est vraiment important. Je vais vous parler maintenant du plan de transformation de l'économie française. Donc c'est un vaste programme prospectif et opérationnel pour nous emmener vers la neutralité carbone. Tout un programme. L'objectif c'est de respecter les accords de Paris. Les accords de Paris, l'objectif c'est de rester en dessous des 2 degrés de réchauffement en 2100, et si possible 1,5 degré. Et pour ça il faut arriver du net zéro en 2050, ça veut dire en gros que nos émissions de CO2 soient compensées par la séquestration de CO2, naturelle principalement. Donc ce plan de transformation de l'économie française, il est né lors de la crise sanitaire où le gouvernement a proposé un plan de relance et le Shift Project a jugé que ce plan de relance n'était pas du tout à la hauteur des enjeux climatiques et donc a commencé à réfléchir à son propre plan de relance et c'est devenu le plan de transformation. Je vais parler rapidement de méthodologie. Donc la crise climatique, la crise énergétique, ce sont des problématiques physiques. Donc le Shift Project a décidé en premier lieu de traiter les flux physiques, de traiter les matériaux, de traiter les transformations physiques nécessaires pour arriver à la décarbonation de l'économie, de traiter aussi des compétences nécessaires pour mener à bien ces transformations, mais pas de parler d'argent, pas de parler d'économie, pas de parler de finances, pardon, pas de parler d'argent. Ça viendra en second temps. La première chose à faire, c'est de vérifier si c'est possible, en fait, tout simplement d'arriver à ce fameux net zéro en 2050. Et donc le plan de transformation, c'est cette proposition qui permet d'arriver en fait à ce net zéro. Alors comment ça se diffuse? Donc ouais, c'est net zéro, donc ça correspond à une réduction de 5% par an des émissions de CO2. C'est pareil. Ce plan de transformation se divise en plusieurs rapports. En fait, il y a plusieurs domaines qui sont étudiés. Des domaines sectoriels, comme par exemple le logement, l'alimentation, et des domaines plus transverses, comme l'énergie ou l'emploi. Tous ces domaines-là ont été étudiés avec un point de vue systémique. Donc un exemple rapide, si une ressource permet de décarboner un secteur de l'économie, cette ressource ne doit pas être utilisée dans un autre secteur de l'économie si elle est limitée. En fait, on essaie d'avoir un programme qui est bouclé énergétiquement. Les rapports il y en a déjà qui sont publiés, ils sont à différents stades. Je vous encourage à aller sur unoufounplan.fr pour les lire. Certains sont complets, donc ça fait entre 100 et 150 pages, mais il existe à chaque fois une petite synthèse de 10 pages. Donc si vous voulez retrouver les présentations de mes collègues, vous pourrez le faire sur ce site, et bien sûr le livre dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, je vais laisser la main à Quentin pour nous parler de l'énergie. Ok,
Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais parler du secteur transverse de l'énergie. C'est un sujet où on a parlé récemment. Vous avez tous entendu ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Alors, juste pour revenir, pourquoi on a besoin de ce plan. Donc, on avait dit que les accords de Paris proposent une limitation à 2 degrés d'augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça nous fait un budget de 1200 gigatonnes CO2 en total. Et donc on voit que nos émissions en 2015, donc on a besoin de rapidement avoir un plan pour transformer notre économie. Parce qu'en continuant comme en 2015, nos émissions de CO2, en 30 ans, on a dépassé ce budget que l'on s'était fixé. Donc c'est assez urgent de répondre. Alors le deuxième point, c'est aussi le pétrole, les ressources en pétrole qui sont finies. Donc on estime à 2040 la hausse maximale, le maximum de ressources extraites en pétrole. Et après on va avoir une décroissance assez rapide de la production. Et donc du coup, ça nous donne environ un peu 20 ans pour essayer de changer au niveau de notre consommation de pétrole, parce qu'il risque bien entendu d'y avoir des soucis pour récupérer ce pétrole quand tout le monde en voudra. Donc ces 2 contraintes que l'on a, qui sont le climat et le pétrole, c'est donc ça, on estime du coup en 20-30 ans ces problèmes qui vont arriver. Pour y répondre, on doit transformer notre société, sauf qu'il y a aussi une inertie en fait dans notre société. Le parc automobile, il faut à peu près 15 ans pour le changer. Le parc de logement, c'est jusqu'à 50 ans. Donc vraiment, on a le mix électrique, c'est jusqu'à 20 ans. Donc on voit bien qu'aussi la transformation ne va pas se faire tout de suite. On le voit avec donc c'est quelque chose qu'il faut planifier longtemps à l'avance. C'est pas lors d'une crise où on se rend compte qu'en fait on est dépendant du gaz que d'un coup on va dire on va arrêter le gaz d'un coup. C'est pas tout de suite que ça prend beaucoup de temps. Alors du coup on est tous d'accord du coup pour remplacer les fossiles. Enfin, j'espère dans cette salle. Donc nos machines sont divisées donc, en 3 catégories, en plusieurs catégories, mais il y a qui utilisent les énergies fossiles. Donc il y a les machines qui utilisent l'énergie solide, donc c'est le charbon, c'est surtout les poêles à bois. C'est aussi utilisé dans les usines au nord de la France pour faire l'acier. Le pétrole, évidemment, c'est l'automobile, mais aussi pour la production de le plastique. Et enfin, le gaz, ce dont on parle actuellement, c'est surtout pour le chauffage, mais également pour les engrais, et aussi pour la production d'acier. Donc vraiment, le gaz est utilisé un peu partout. Et évidemment, on a l'électricité, vous le connaissez assez bien, et aussi la chaleur utilisée directement. Donc 70% de l'alimentation de nos machines, c'est de l'énergie fossile. Donc il faudrait essayer, donc notre objectif, c'est de remplacer cette énergie fossile par une autre énergie. Donc la première possibilité, ce serait la biomasse. Alors pourquoi la biomasse? Parce que toutes ces énergies fossiles étaient à la base de la biomasse, qui ont eu des transformations géologiques, qui ont fait que ces énergies ont été transformées. Donc le solide, donc le charbon, c'était des anciennes forêts. Mais alors du coup, on a 2 problèmes qui peuvent arriver. C'est que la biomasse actuelle, la biomasse que l'on a actuellement en potentiel, c'est seulement 1/6 de liquide et du gaz fossile qui est actuellement utilisé. Deuxième problème, c'est que du coup, si on voudrait augmenter cette biomasse, il faudrait si on voulait augmenter justement la biomasse pour justement pour enlever ces énergies fossiles, il faudrait plus de 100% des surfaces arables et forestières, donc couper toutes les forêts et tous les champs qui seraient utilisés pour la production de cette énergie. Donc, on voit bien qu'on a déjà une limite là-dessus. La deuxième possibilité, ça serait d'utiliser les carburants de synthèse, donc le power to gas. Il y a un gros risque, donc c'est assez minime. On voit tout de suite les limites, c'est qu'il faudrait augmenter par 5 la production électrique d'ici 2050.
Alors, augmenter la production électrique, c'est possible, mais par 5, c'est plus compliqué. Et aussi au niveau des matériaux, il y aura une augmentation de la demande. Celle qui semble la plus réaliste, c'est d'électrifier le maximum de nos usages. Donc l'augmentation modérée de la consommation d'électricité pour électrifier toutes les voitures, toutes nos machines qui actuellement utilisent ces gaz. Mais par contre, on a aussi un risque sur les matériaux, sur les énergies, sur la production des batteries. Donc du coup, tout l'aluminium, le nickel. Donc, voilà, il risque d'y avoir une augmentation là-dessus. Donc, du coup, alors, il y en a trois gros risques. Donc, les risques pour les prochaines décennies. Donc, le premier risque, c'est celui sur lequel on est, c'est rester dépendant des fossiles. On pourrait se déplacer vers l'usage des sols, donc plus de biocarburants, mais on risque une surexploitation des sols, et aussi une concurrence par rapport à l'alimentation, par rapport à la forêt, par rapport à tout ce qui est utilisé en France. Et le troisième, c'est les matériaux. C'est trop jouer sur les matériaux, trop jouer sur l'exploitation minière. On risque d'avoir des volatilités des prix, dans le sens où plein de pays dans le monde vont essayer d'avoir la même transition que nous, et donc vont essayer aussi d'avoir ces matériaux. Donc on risque d'avoir une augmentation assez forte de ces prix. Donc le premier levier qui est regardé sur l'énergie dans le projet de transformation de l'économie française, c'est le levier technologique, évidemment. Alors donc il s'agit de ne pas changer forcément nos usages, mais de diminuer les émissions de CO2. Donc la première, ça serait évidemment électrifier notre parc. J'ai parlé des voitures tout à l'heure. On peut aussi améliorer des usages qui sont déjà actuels. Je parle de la rénovation des thermiques des bâtiments, les pompes à chaleur au lieu des chauffages thermiques sur les pipins, les efficacités des usines, les procédés industriels. La dernière, c'est une technologie de rupture. On entend beaucoup parler de biocarburants, hydrogène, il y a aussi la captation de carbone. Ce sont des technologies qui ne sont pas encore, pas forcément tous au point, qui ne sont pas encore déployées. Cette dernière, il y a un risque assez fort là-dessus, dans le sens où il faut que cette technologie soit assez bien déployée, qu'on lui donne les conditions, et ensuite qu'on mette assez d'investissement là-dedans pour qu'elle soit déployée. Donc c'est ça qui est le plus risqué. Donc vers quel risque électrique s'orienter? Donc actuellement on a une grande part de nucléaire, du démarrage hydroélectrique, une partie du gaz et les énergies renouvelables. Pour 2050, nous, au Shift, on est plutôt partisans de garder du nucléaire. Alors pourquoi du coup ça sera à peu près 320? Pourquoi cette quantité? Pourquoi moins qu'en 2019? Alors c'est dû à deux sujets. C'est l'effet falaise. Donc toutes nos centrales qui vont devoir fermer peu à peu au bout d'un certain temps, et la création de nouvelles centrales qui prend un certain temps selon la filière. Donc du coup cette valeur elle n'a pas été donnée par hasard, en fait c'est le scénario de RTE. RTE a fait un rapport sur les énergies, sur le bilan les énergies en France en 2050. Et je vous invite à le lire. La deuxième partie, c'est l'hydroélectrique, ça sera à peu près constant. On a utilisé le maximum au niveau capacité là-dessus. Les ENR et un complément de thermique. Donc les ENR, c'est celle actuelle, et le complément de thermique qui va devoir diminuer. Mais alors du coup, il nous reste, si on veut augmenter de 20% notre consommation d'électricité par rapport à 2019, il va falloir qu'on trouve faire des choix. Donc en fait, ces 40%, ils sont arbitrés, ils ne sont pas forcément décidés. Donc à court terme, il s'agit de déployer beaucoup des énergies renouvelables, mais également engager la sobriété, dont je vais en parler tout à l'heure. Mais aussi à moyen terme, il va falloir en piloter. Donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, les matériaux, il y aura un souci là-dessus. Sur les agrocarburants, il y a aussi les questions des terres. Il ne faut pas non plus tout dépendre d'un côté. C'est une question éminemment politique. Donc voilà,
c'est pas forcément, c'est pas encore défini, on n'a pas un plan de dire ce sera ça, ça et ça, parce que d'ici 2050, il risque de se passer beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas encore sûr. Voilà, les autres vecteurs, donc la méthanisation, le biométhane, les biocarburants, c'est intéressant, mais ça restera secondaire par rapport à les ENR ou la sobriété. Donc voilà, je parlais du coup de la sobriété. Alors la sobriété, c'est un des points essentiels dans le rapport, le PTEF. Alors il s'agit de remplacer nos usages, les rendre beaucoup moins émissifs en CO2. Donc par exemple, c'est pour donc on imagine si j'habite dans ce petit village, que si je commande du matériel, bah, il arrivera par train, ce sera beaucoup du fret par train, et pour les derniers kilomètres, ce sera des vélos cargo. Dans le train, pour me déplacer, pour aller dans une plus grande ville, j'utiliserai le train. Ça sera beaucoup plus long dans certains cas, mais ce sera beaucoup plus confortable. Et il y aura des plats végétariens dans le train, et ce sera beaucoup assez plus confortable. Et dans ma ville, on se baladera beaucoup plus, on utilisera beaucoup plus de vélos, on utilisera des transports en commun, on trouvera aussi beaucoup plus de vrac, la consigne, et beaucoup plus d'entreprises de réparation de vélos, de vente de vélos, etc. Donc, au niveau des énergies, on a deux dates, donc 2027 et 2050. 2027, c'est pour le prochain quinquennat, c'est à court terme, c'est quelque chose qu'on peut évaluer beaucoup plus facilement. 2050 étant assez loin, on a plus de difficultés du coup à donner vraiment vraiment un bon objectif, un vrai plan là-dessus. Du coup, au niveau de l'énergie, on voit qu'il va y avoir une diminution un petit peu partout de la consommation d'énergie. Au niveau de l'évolution finale, donc à gauche, vous voyez par secteur. L'industrie va beaucoup moins diminuer que par exemple les transports. Au niveau de la consommation d'énergie finale par vecteur, on voit qu'il va y avoir une grosse électrification, mais on va devoir quand même garder une certaine partie de liquide, donc l'énergie liquide, pétrole ou gaz, pour la pointe. Et donc du coup, la dernière partie, ce qui nous intéresse surtout, c'est les émissions de CO2 par secteur. Donc on estime, parmi le plan de transformation de l'économie française est assez grand, donc c'est multisectoriel. Donc là, du coup, je vous présente vraiment un ordre général. Et donc du coup, on voit sur tous les sujets, sur les transports, que c'est largement diminué, sur l'agriculture, sur tous les sujets. Le UTCATF et CSC, CSC, c'est la capture de séquestration de carbone. Et UTCATF, c'est tout l'usage des sols, c'est reboiser, par exemple. C'est qu'est-ce qu'on va faire de nos terres. Donc, par contre, il y a un truc peut-être que vous avez remarqué, parce que du coup, on va jusqu'à 80, mais la séquestration de carbone, c'est négatif, c'est une émission négative. Mais vous voyez bien qu'en fait, on n'atteint pas la neutralité carbone. Donc, plusieurs raisons. C'est qu'il y a des propositions qui sont manquantes dans le PTEF. On ne traite pas tous les sujets. Les gaz réfrigérants, le traitement des déchets ne sont pas forcément mis dedans. Il va y avoir des efforts de sobriété en plus. On ne parle pas du sujet, par exemple, des logements, de dire plus de logements, plus de construction de logements d'ici 2050, plus d'artificialisation nette des sols plutôt. Et la dernière, c'est une estimation des puits prudente des puits de carbone. Car donc on sait très bien de reboiser, mais avec plus de degrés, si on a beaucoup plus d'incendies, c'est beaucoup plus fluctuant sur la capture de carbone de nos forêts. Voilà, je laisse la parole à Brigitte pour l'alimentation. Je suis content. Alors moi je vais vous parler du sujet de l'alimentation qui est lié à l'agriculture, donc l'agriculture-alimentation, avec le rapport qui est sorti Nourrir la France en 2050. Donc déjà, l'agriculture et l'alimentation, ça représente aujourd'hui un poste très important, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un sujet sur lequel il faut se pencher. Et la bonne nouvelle, c'est que l'alimentation, on peut tous y faire quelque chose, assez simplement. Donc c'est un sujet qu'on peut vite prendre en main. Donc il y a 4 axes qui sont proposés par le PTEF aujourd'hui. Le premier axe étant de transformer l'offre alimentaire des habitants. Donc, vous avez sûrement entendu tous parler du fait qu'il fallait manger moins de viande.
effectivement, le principal émetteur de CO2 de l'agriculture, c'est la déforestation importée et le recours aux engrais. Le fait qu'on fait venir du soja de pays étrangers et que du coup on brûle des forêts. Et c'est ce qui fait qu'on consomme énormément de CO2 dans l'agriculture. Et également, pour nourrir les animaux, on est aussi obligé de cultiver les céréales. Et donc on est en concurrence en fait du fait que nous-mêmes, on ne mange pas ces céréales, on les fait manger à nos animaux. Donc transformer l'habitude alimentaire, c'est aussi positif du fait que c'est en lien avec des régimes sains et soutenables. Donc c'est aussi une meilleure santé pour les habitants. Et chose intéressante, c'est que l'assiette aujourd'hui d'un Français, c'est 4000 m² de surface par habitant cultivée. Et en respectant les préconisations du PTEF, ça passerait à 1700 m² de surface. Donc ça libérerait de la surface au sol. Donc le deuxième axe, c'est réduire les pertes et gaspillages alimentaires aussi. Et mettre fin donc, à la déforestation importée. Et dans les régimes, donc, outre le fait de manger moins de viande, c'est réduire, dans le plan de transformation, c'est réduire par 4 en fait la consommation de viande. Mais c'est également manger des fruits et légumes de saison et éviter le plus possible d'avoir recours à des produits transformés. Donc là aussi, parce que la transformation des produits, c'est des matières qui sont transportées, qui sont transformées industriellement, qui contribuent à favoriser les émissions de CO2. Donc l'objectif, c'est de diminuer en fait par 4 ces émissions de CO2. Les moyens, donc diminuer la production animale, supprimer aussi les emballages et le superflu, et aussi être plus autonome vis-à-vis des vaches, c'est-à-dire au lieu d'importer du soja d'Amazonie par exemple, c'est pouvoir produire ici notre propre alimentation pour les bovins, pour les animaux. Le deuxième axe proposé, c'est celui de reterritorialiser donc les systèmes alimentaires, c'est-à-dire de moins dépendre des importations et des exportations et de développer une agriculture de proximité. Donc de rapprocher en fait le consommateur du producteur en ayant des circuits courts, des producteurs locaux plus facilement à disposition des habitants pour permettre à chacun de pouvoir aller se servir chez le producteur, peut-être un petit peu moins au supermarché, et donc avoir une véritable agriculture de proximité qui veut dire aussi qu'on va manger davantage des aliments qui sont faits en fonction du temps, donc de saison, et peut-être moins des aliments un peu plus exotiques. Sachant qu'à chaque fois, il n'y a rien qui est supprimé, c'est toujours une diminution. Cette notion de sobriété, c'est vraiment penser davantage à manger localement, mais c'est pas s'interdire complètement de faire certaines choses, de manger des bananes ou de boire du café. Donc il n'y a pas de, c'est pas coercitif en fait, c'est plutôt incitatif. C'est aussi avoir recours aux pratiques agroécologiques. Parce que ça permet d'avoir une agriculture plus variée. Et par exemple, en plantant davantage de légumineuses, donc légumineuses, c'est tout ce qui va être lentilles corail, ça va permettre aussi d'éviter ce qu'on appelle le lessivage des nutriments dans le sol, c'est-à-dire d'appauvrir les terres en mettant beaucoup d'engrais, et au contraire de laisser les céréales et par la pluie déverser les nutriments dans le sol, pour redonner un peu de richesse au sol, et donc leur permettre d'être plus fertiles. Le troisième axe, c'est celui de transformer les productions en amont. Donc c'est réduire la production animale déjà sur notre territoire aussi, puisqu'on en mangera moins, on va moins en produire. Mais par contre de meilleure qualité, peut-être plus localement, mieux nourrie, et du coup peut-être qu'on va en manger moins, mais mieux. Généraliser les pratiques agroécologiques, donc ça c'est essentiellement pour tout ce qui est pour les agriculteurs, ça va être de diversifier en fait leur production. Donc au lieu de faire uniquement d'avoir des cheptels de bovins, ils vont peut-être aller faire aussi du maïs, des céréales, et adapter aussi leur culture au climat. Puisque s'ils font par exemple que du maïs mais qu'il y a des sécheresses avec de l'eau, ils ne vont pas forcément pouvoir arroser leur maïs et ils vont perdre aussi leur culture. Donc c'est un intérêt pour eux aussi de revenir à de la diversité. Et ça va également permettre de renforcer la résilience face aux perturbations climatiques. C'est-à-dire que si on a diversifié au maximum sa production sur différents thèmes, céréales, bovins, etc., on va aussi être plus fort pour s'adapter au changement climatique. Donc on sera plus capable de résister en fait, à une sécheresse ou à des inondations. Donc ça c'est les pratiques agroécologiques, et on va
également aussi un axe qui est développé, mais par contre que je ne maîtrise pas trop, c'est celui de pouvoir produire aussi sa propre énergie. Donc faire en sorte que les agriculteurs, par la biomasse, puissent produire leur énergie. Voilà, parce qu'ils en ont quand même beaucoup besoin pour leur matériel. Et donc le quatrième axe, en fait, ça va être tout ce qui est enjeux sociétaux et transverses. Donc c'est qu'est-ce qu'on va décider comme gouvernance alimentaire, donc au niveau du territoire. Comment on va d'une part revaloriser et accompagner les agriculteurs et les pêcheurs pour aller vers cette évolution, puisque aujourd'hui ils ont beaucoup de crédits, ils sont quand même ils ont eu une autre formation professionnelle et donc ils doivent se réorienter. Et pour ça, il faut les aider. Et la bonne nouvelle du plan de transformation, qui est un sujet transverse sur l'emploi, c'est que les métiers d'agriculture vont proposer 500 000 emplois de plus si on veut arriver à être justement à travailler plus localement et plus proche des consommateurs. Et contrairement à ce qui est mis en avant aussi pour l'avoir un peu développé avec certains agriculteurs lors des ateliers, eux sont contents de partager leur métier et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien former des jeunes et rendre le métier plus attrayant, sachant que c'est plus l'agriculture comme avant où on va avec la binette cultiver nos champs, c'est quand même il y a quand même eu beaucoup d'évolutions technologiques et c'est des métiers qui sont intéressants, qui deviennent intéressants, mais sur lesquels on fait peu de publicité. Donc peut-être aussi un axe sur le développement de ces métiers. Et donc aussi pour les aider, revoir la fiscalité, revoir les subventions qui leur sont allouées aussi quand ils perdent des récoltes, et encourager plutôt avec des aides le fait de transformer leur agriculture. Et mettre en place aussi le droit à l'alimentation pour toute la population. C'est-à-dire qu'en en anticipant et en revenant à quelque chose de plus local, on va permettre à chacun de pouvoir bénéficier, de pouvoir s'alimenter. Parce que même, c'est une discussion qu'on a eue, même si le coût de l'aliment va peut-être s'élever parce qu'il est fabriqué localement, comme on ne mangera plus les mêmes choses, si on mange des lentilles, un peu plus de lentilles et moins de viande, on ne va pas payer le même prix. Donc au final, on ne va pas forcément payer plus cher, aussi son assiette. Voilà. Au final, si on applique ce plan, l'idée c'est de réduire la consommation de la ressource en eau, qui est aussi un enjeu de société important, puisqu'on assiste aujourd'hui à la rétraction de l'eau, notamment des sécheresses, donc on baisserait de 15% l'utilisation de l'eau, 85% l'utilisation des engrais, qui aujourd'hui émettent beaucoup de CO2, et 65% de réduction des transports routiers également, puisqu'on aurait moins besoin d'importer d'aliments ou de produits céréaliers divers. Et donc ça nous permettrait de baisser les émissions de CO2 en passant de 85% à 37%. Ce qui fait effectivement une diminution de l'empreinte CO2 de l'alimentation de 4. 163, on passerait à 40. C'est l'objectif de cette partie alimentation. Je passe la parole à Guillaume. Bonsoir à tous, je m'appelle Guillaume, je suis ingénieur en aéronautique et je vais vous présenter un rapport qui est sorti il y a un petit bout de temps sur Pouvoir voler en 2050, qui ne fait pas partie du PTF, qui a été coécrit avec un collectif qui s'appelle Aérodécarbo, donc anciennement Sup Aérodécarbo, qui est un collectif de scientifiques et de diplômés et d'étudiants de l'ISAE, et le Chiffre Project. Donc ce rapport vise à essayer de donner des solutions et des pistes pour être capable de continuer à voler à une échelle pas forcément la même qu'aujourd'hui, à l'horizon 2050 et en atteignant les objectifs de l'accord de Paris. Alors on entend souvent que l'aéronautique est le secteur qui fait le plus d'efforts, surtout à Toulouse, dans la décarbonation, la réduction de ses émissions. C'est vrai, mais il faut bien comprendre les ordres de grandeur. Donc ce graphe fait partie d'un autre rapport, c'est le seul, qui fait partie d'un rapport qui a été sorti par l'ISAE Supaéro et qui s'appelle le référentiel climat-énergie, donc la position officielle de l'école, mais qui ne fait pas partie du rapport Supaéro, de Supaérodécarbo et du Shift. Mais je trouvais qu'il permet de bien visualiser le problème. C'est que donc, depuis 1973, l'aéronautique s'est énormément améliorée
au niveau technologique, ce qui a permis de baisser les émissions par passager de près de 80%. Mais le trafic ayant explosé, parce qu'on a fait des avions qui coûtaient moins cher à produire, on a réussi à consommer moins de carburant, le trafic a explosé, les coûts ont baissé, donc le trafic a augmenté de 1200% depuis 1973, ce qui fait que l'un dans l'autre, on se retrouve avec des émissions de CO2 qui ont quand même augmenté, qui sont en constante augmentation, qui fait la hausse du trafic. Donc ça pose le problème, on est en hausse continuelle, on n'arrive pas, malgré nos améliorations, à enrayer la hausse. Donc il y a un problème, c'est qu'il nous faut nous fixer un budget max pour respecter les accords de Paris, qui visent à atteindre, comme on l'a dit 3 fois, atteindre la neutralité en 2050. Et le problème de l'aéronautique, c'est que c'est quelque chose de très très mondialisé, qui s'est développé dans le monde entier et qui a des aéroports de départ et d'arrivée dans des pays différents, des industries mondiales. Donc l'approche du shift, ça a été de fixer un budget. Comme l'a dit Quentin au début, on se fixe un budget carbone, donc de façon très arbitraire, et une nécessité d'avoir une gouvernance mondiale. Donc le rapport, vous pouvez le lire, il est disponible sur le site du Shift, il date de 2021. Il parle de la France et de l'international. Nous, on va se concentrer sur la France parce qu'on considère qu'on ne va pas donner des leçons à tous les autres pays. Puis Airbus étant une entreprise en majorité française, ça nous permet quand même de discuter du sujet. Donc les émissions de l'aviation sont principalement dues à la combustion du kérosène. Donc la fabrication de l'avion, c'est vraiment quelque chose de minime. C'est 5% des émissions et l'utilisation de l'avion, ça va être 95%. Donc en majorité, les effets CO2, c'est la combustion du kérosène. Ce que ce graphique vous montre, c'est que dans les émissions de l'aviation, donc là en bleu ciel, c'est les émissions du CO2, et là c'est le reste, donc ce qu'on appelle le forçage radiatif, donc l'impact réchauffant, qui est aux émissions hors CO2, puisque l'avion, en volant, il vole à haute altitude, à 10 000 pieds. Il va produire de la vapeur d'eau qui vont être des nuages de haute altitude, il va émettre d'autres gaz que le CO2. Et l'un dans l'autre, c'est des sujets qui sont encore très recherchés. Vous pouvez regarder les travaux d'un scientifique qui s'appelle David Lee, qui est un peu la référence mondiale dans le réchauffement climatique de l'aviation. Donc il y a des effets qui sont en pleine étude, il y a beaucoup d'études qui sont sorties en 2019, 2020, 2021. Donc on peut entendre ce rapport, donc c'est un sujet qui n'est pas forcément pris en compte. Nous, on s'est concentré que sur l'impact CO2. L'un dans l'autre, le réchauffement climatique, ce qu'on appelle le forçage radiatif anthropogénique lié à l'aviation, c'est environ 3,5% des émissions mondiales en 2011. Et l'autre problème, c'est que ces émissions mondiales, la majorité des vols, c'est les vols internationaux. Les Paris-New York, les Paris-Tokyo, etc. C'est 60%. Donc l'accord de Paris, lui, ne prend en compte que les contributions nationales. Le problème, c'est que les vols internationaux, personne ne va en prendre la responsabilité. Donc nous, on explique qu'il faut déjà une gouvernance mondiale et se fixer un point de départ, un budget carbone. Donc nous, on a pris comme scénario, parce qu'on n'a pas forcément expliqué depuis le début, l'idée de 2 degrés en 2100, c'est des probabilités qui sont calculées par le GIEC. Donc nous, on a pris un budget, on a pris les émissions mondiales de l'aviation en 2018, c'était 2,56 pour 2,5% environ. C'est un certain nombre de millions de tonnes de CO2. On a dit, de ce budget, on va le faire décroître pour atteindre la neutralité en 2050. Donc ça fait une décroissance de 3,4% par an. Et donc le budget, là qui a les selles françaises, c'est 539 millions de tonnes de CO2. Et ça nous permet de respecter le degré avec une probabilité de 67%. Parce que le GIEC ne dit pas 100%, on sera à 2 degrés avec ce budget. Donc là, vous avez différentes trajectoires. Donc là, en rouge, on a un budget beaucoup plus haut, mais on atteint les 2 degrés avec seulement 50% de confiance. Donc c'est des choix arbitraires. On a dit on va donner à l'aviation sa taille de 2018 parce qu'il faut on va respecter les proportions par rapport à tous les autres secteurs, l'agriculture, le logement, etc. Donc on a créé un scénario, Shift a créé un scénario très ambitieux, qui s'appelle Maverick, du nom du pilote Pete Mitchell de Top Gun, pour ceux qui en ont référence. C'est un scénario où on pousse tout à fond. On est hyper optimiste sur la technologie, la gouvernance mondiale, l'implication des États dans le secteur et l'implication des entreprises et des compagnies aériennes. Donc on a listé plusieurs hypothèses technologiques, de la plus raisonnable à la plus optimiste. La première, c'est améliorer toutes les opérations, c'est la partie facile. Faire de l'efficacité, donc pas trop changer les choses, et être donc par exemple quand on se déplace sur l'aéroport, utiliser un seul moteur sur 2. Quand on est à la porte d'embarquement,
brancher l'avion sur une prise pour allumer la cabine, la clim et le cockpit, au lieu de faire déjà tourner le moteur. Ça, c'est des petits gains, mais c'est non négligeable, c'est à prendre. Considérer que l'industrie, donc Airbus et Boeing, vont parfaitement réussir la création d'avions bas carbone, en particulier l'hydrogène. Donc en 2020, Airbus a annoncé le lancement de l'avion à hydrogène qui prévoit pour 2035. On parle de la neutralité à 2050. Et donc l'avion à hydrogène, c'est plutôt pour les courts et moyens courriers. Évidemment, vous prenez pour faire un Toulouse-Lille, un Paris-Madrid, etc. Et de faire voler tous les longs courriers avec des carburants alternatifs, donc des carburants, des biocarburants, qui émettent beaucoup moins de CO2. Donc là, on considère que tout se passe bien. On considère que les flottes, donc c'est-à-dire les compagnies aériennes, renouvellent leurs avions pour acheter des nouveaux avions tous les 15 ans, au lieu d'environ tous les 20-25 ans. En ce moment, on garde les avions beaucoup trop longtemps. Là, on considère que les compagnies aériennes prennent conscience du problème et renouvellent leurs avions plus rapidement. Pour acheter par exemple les avions, ce qu'on appelle les Neo, les avions Neo d'Airbus, qui consomment 10 à 15% de nos carburants en moins, qui sont beaucoup plus efficaces, déjà ne serait-ce qu'en consommant le même carburant. Et enfin, on considère qu'on donne la priorité aux biocarburants pour l'aviation, donc ça c'est arbitraire, qu'on arrive à en produire assez pour tous les longs courriers du monde, ça c'est assez optimiste. Donc là on arrive dans une hypothèse très optimiste. Il faudra faire le choix entre faire tourner des tracteurs ou des avions. C'est ce que je veux. Donc même si Maverick vole très haut, donc là on arrive à un résultat qui est pas non plus, qui ne respecte pas les accords de Paris. En rouge en pointillé, c'est ce qu'on appelle donc la tendance actuelle. Le rapport a été écrit fin 2020 et sorti début 2021. Donc le tendanciel, les prévisions du secteur de l'organisation de l'aviation civile internationale, c'était que le trafic allait augmenter de 4% par an. Donc c'est un trafic le secteur à la base fait le pari qu'il y aura toujours des nouveaux avions qui vont se vendre et toujours plus de passagers. La demande étant majoritairement tirée par le secteur Asie-Pacifique. Et sans gain techno. Donc sans gain techno, c'est n'importe quoi. En bleu, donc le scénario Maverick, qui est, on le rappelle, très optimiste technologiquement, et prend en compte donc, ce qu'on appelle CORSIA. C'est le programme de compensation carbone proposé par l'Organisation de l'aviation civile internationale qui consiste à financer énormément le reboisement, donc comme on a dit la compensation carbone, à être très optimiste là-dessus. Et en fait ce qu'on voit, c'est qu'en 2038-39 environ, on dépasse notre budget pour la France, donc on arrive à une stabilisation des émissions, mais on dépasse quand même notre budget, donc on ne respecte pas le budget carbone qu'on s'est donné, donc ce qui fait que l'aéronautique prendrait un peu plus de place que ce qu'on lui donne initialement. Donc, malgré tout ça, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Donc parier sur le progrès seul, avec une hausse du trafic, ça fait qu'on n'y arrive pas. Donc, ce que le Shift et Super Décarbo ont proposé, c'est d'organisation une transition du secteur aérien et une modération du trafic planifiée pour éviter l'incident industriel, économique, puisque le trafic aérien est quand même le vecteur d'énormes marchés économiques dans le monde. Donc on se demande comment orienter l'offre aérienne vers la modération et la sobriété. Donc ça c'est des jolis termes. Qu'est-ce que ça veut dire la sobriété? C'est la sobriété d'abord de l'offre. Donc revoir la politique du secteur aérien, la façon dont est organisée l'offre de transport aérien. Première chose, ça peut être de densifier les cabines. Donc les first et les business, vous avez vachement plus de place, pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Sur un Paris-Los Angeles, ça veut dire qu'on pourrait mettre beaucoup plus de monde et donc éventuellement réduire le nombre d'avions sur une même journée. Puisque une personne qui prend plus de place dans un avion, elle prend plus de poids, notamment avec Qatar, avec leurs appartements en vol, ça prend énormément de poids et chaque gramme dans un avion compte. C'est aussi améliorer le report modal vers le ferroviaire, en particulier le ferroviaire haute vitesse. Donc c'est ce qu'a proposé, ce qui a été pas mal débattu par la Convention Climat et qui est toujours débattu au niveau politique, par le GIEC, etc. C'est de supprimer les liaisons aériennes en France, par exemple vers les pays frontaliers, donc vers Barcelone par exemple, ou faire des Paris-Berlin, en train, si on peut le faire en moins de 4h30, plutôt que le faire en avion. Supprimer les incitations par miles, qui sont une incitation à voyager pour moins cher. Revoir sérieusement l'aviation d'affaires, donc les jets privés que prennent vos chanteurs favoris ou vos sportifs favoris, qui émettent en fait énormément plus par passager qu'un avion civil classique qui est assez efficace par passager. D'autres leviers réglementaires. Donc ça c'est encore des possibilités qui sont plus ou moins acceptées par contre par l'économie.
du secteur, ça va être de supprimer la contrainte d'occupation des créneaux aériens. Donc, a été énormément critiqué pendant le Covid, où on faisait tourner des avions à vide, puisqu'on a une règle qui dit qu'on doit, pour conserver son créneau de vol, forcément respecter le décollage de l'avion, même s'il y a 10 ou 0 personnes dedans. Pendant le Covid, on a bien pu cracher sur l'aviation civile. Encadrer les subventions à certaines compagnies et certains aéroports régionaux. Donc, en particulier, le développement du low cost en France est fait en subventionnant des aéroports régionaux pour permettre à des compagnies à bas coût de s'installer. Taxer le kérosène, puisque le kérosène dans l'aviation n'est pas taxé depuis 1945, ce qui lui donne un avantage compétitif et financier sur par exemple, le train ou la voiture. Donc, tout ça, ça permettrait d'avoir une offre d'avion qui serait peut-être un peu plus réduite. Après, il y a la demande. Donc, c'est nous, notre volonté. Comment faire en sorte que les gens, éventuellement, se remettent en question sans être moralisateurs, sans être accusateurs. Comment est-ce que la demande pourrait réduire? Donc là, c'est un peu plus difficile à quantifier, parce qu'on atteint le social et le politique. La première chose, c'est d'informer les gens, de faire comprendre aux gens l'ordre de grandeur que représente le fait de prendre un avion. Donc là, on met quelques propositions de faire un peu un CO2 score, à la façon du Nutri-Score, etc. Si vous prenez un billet de train, la SNCF est très fière de vous afficher que votre voyage en train prend 10 ou 3 grammes de CO2. Parce que le train électrique, ça consomme très peu. L'avion, vous avez remarqué qu'Air France ne se vante pas trop du nombre de kilos qu'on prend sur un Paris New York. Donc c'est des ordres de grandeur que les gens n'ont pas forcément en tête, parce qu'en plus on ne prend pas forcément qu'il faut prendre le déplacement total divisé par le nombre de passagers, on considère une occupation de 80%, etc. Donc l'information des gens, on se rend compte que, avec la Convention citoyenne pour le climat, c'était un exemple flagrant, que plus on informe les gens, plus ils prennent des décisions raisonnées sur la partie climat-environnement. Aussi proposer une réflexion sur quel usage on veut faire de notre économie, parce que comme je l'ai dit, il y aura des investissements potentiellement massifs des États pour aider technologiquement les industriels et les compagnies aériennes à se décarboner. Donc à quel point on accepte d'investir des budgets, donc même si nous on n'a pas parlé budgétisation, le rapport complet parle un peu plus d'ordre de grandeur économique. Qu'est-ce qu'on veut pour nos modes de vie dans un monde décarboné? Est-ce qu'on veut continuer à prendre l'avion? Très bien, on attribue peut-être plus de budget carbone et financier à l'aviation, mais c'est un enjeu démocratique, ça ne doit pas être accaparé par les patrons d'Airbus, Boeing et les compagnies aériennes. Et enfin, il y a un enjeu sociétal à l'échelle mondiale et européenne. La répartition du trafic aérien, c'est pas tout le monde qui prend son avion pour aller voir sa famille ou partir une fois en vacances par an. Donc entre 1974 et 2018, il y a l'offre loisir qui a énormément augmenté, donc là qui a été multipliée par 20. Et en France et dans le monde, en fait, c'est une toute petite minorité qui prend la majorité des vols, que ce soit des vols professionnels ou de loisirs pour faire des week-ends, etc. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur la consommation des vols. D'autres leviers pour réduire la demande. Introduire éventuellement des quotas, un droit à voyager. Si moi je fais un voyage en 3 ans, pourquoi mon voisin, même si l'avion coûte plus cher, s'il a plus de sous, pourquoi il aurait le droit de faire 3 voyages par an? Donc à appliquer, éviter bien sûr le report, vraiment que ce soit... il y a des externalités qui sont écrites, je ne vais pas tout écrire. Limiter l'usage de loisirs, donc on a vu c'est une grosse partie de la demande. Et donc là il y a une réflexion à avoir avec le tourisme, donc qui n'est pas pris en compte dans le rapport sur l'aérien, mais qui est pris en compte dans le rapport sur la mobilité longue distance qui est sorti aujourd'hui, il y a 2 heures, donc il va falloir prendre en compte. Donc on prend en compte l'intégration de l'avion dans le tourisme en France. La France dépend énormément de l'aérien pour son tourisme, et le tourisme étant, comme vous le savez peut-être en France, un gros secteur économique. Et donc ça c'est la partie loisir. La partie pro, beaucoup de déplacements professionnels, qui prend une partie de la demande qu'on pourrait aussi moduler. Puisqu'on a vu avec le Covid, en fait, énormément de choses peuvent se résoudre par une visioconférence, par un appel, par un email des fois. Donc tout ça, c'est beaucoup de leviers qu'on pourrait mettre en place. Par contre, une chose l'argument contre, c'est que en France et à Toulouse, l'aviation c'est un poids économique et social énorme. Donc juste faire réduire le trafic aérien et dire qu'il faut faire moins d'avions, c'est bien, mais ça représente beaucoup d'emplois, on l'a vu en 2020. Donc petit chiffre, à l'échelle mondiale, c'est l'aviation civile. Je rappelle, on fait l'aviation civile, on ne parle pas de l'aviation militaire ou
particulier qui représente un minoritaire. C'est 3% du PIB, en France c'est 4,3%. C'est une de nos balances, c'est la balance commerciale française, c'est ce qui sauve un peu la balance commerciale française pour qu'elle ne soit pas catastrophique. 400 000 emplois directs et environ 1,1 million d'emplois supportés. Donc l'industrie plus les transports en France, c'est quand même non négligeable. Donc si on dit que l'offre, que l'aviation diminue à l'échelle française, qu'est-ce qu'on fait des compétences, qu'est-ce qu'on fait de 500 000 personnes? On peut pas les mettre au chômage. Donc le Shift insiste sur l'importance de prévoir tout ça, d'avoir une discussion sur l'emploi, puisque il y a plusieurs leviers, mais on ne peut pas, par exemple, dire on reporte tout sur le ferroviaire. Produire 10 fois plus de trains pour l'Europe, ça ne n'aura pas tous les emplois, même des vélos, si vous voulez. Ça n'aura pas forcément tous les emplois. Donc il y a un besoin de gestion publique, qui pour le moment n'est pas trop en place, à part pour injecter des sous en cas de catastrophe. Donc une hypothèse qu'on a vue, c'est le renouvellement des flottes vers des avions plus efficaces, éventuellement plus propres à partir de 2035-2040. Donc ça va faire des emplois en plus, puisqu'on va probablement continuer à produire des avions, et prévoir la conversion d'une partie de l'industrie, donc l'industrie française de l'aéronautique, c'est des emplois très qualifiés, des ingénieurs, des techniciens qui ont des compétences assez poussées qu'on retrouve plus beaucoup en France, puisque là, qui est un pays la France est très désindustrialisée maintenant. Donc nous on parle d'une alliance industrielle pour le climat, qui serait en fait une sorte de corporation, d'énormes syndicats qui permettrait en fait une structure en tout cas qui pourrait aider à faire basculer donc une partie de ces emplois vers on va dire des métiers d'avenir, pour reprendre des mots-clés. Donc il y a plein de compétences pour fabriquer des ailes, pour fabriquer l'électrique des avions, pour l'électronique, qui pourraient être reconvertis vers complètement d'autres produits équivalents. Ça peut être des pales d'éoliennes, ça peut être des batteries de vélos électriques, ça peut être des pompes à chaleur, etc. Des voitures et des camions électriques. Donc, on pense qu'il y a un énorme gisement de compétences et le Shift insiste sur la partie compétences. On ne parle pas des salaires, des euros, etc. Mais par contre, sur la partie compétences, il y a quelque chose à conserver en France pour éviter ce qu'on appelle le syndrome de Détroit. Détroit, qui est cette ville américaine, capitale de l'industrie automobile américaine, qui a été ravagée, qui est devenue une ville très très pauvre à la suite de la crise de l'automobile en 2008. Donc en conclusion, sur ce rapport, on insiste sur l'importance d'avoir de fixer un budget. On peut choisir d'augmenter le budget ou de le réduire selon les priorités de la France, de l'Europe et du monde, et de se fixer une trajectoire sérieuse, de faire attention aux aspects technologiques qui sont des vrais leviers, mais qu'il ne faut pas être trop optimiste. D'envisager donc sérieusement la réduction des usages sans débat stérile, de créer une gouvernance française, européenne et mondiale. Il y a vraiment besoin de prendre les choses en main et de ne pas croire que juste le marché va être efficace, et de prendre bien sûr en compte les aspects économiques pour éviter des grosses pertes en France et un choc économique qui serait catastrophique. Donc le PTEF, comme je viens de vous le dire, n'inclut pas ce rapport en tant que tel, mais inclut un rapport longue distance, donc qui parle plus précisément de report modal de l'avion vers le train sur l'échelle française uniquement. Le rapport sur l'aviation parle aussi de la partie mondiale et européenne. Grosso modo, pour résumer, en France, c'est interdire les vols courts courriers de moins de 4h30, donc réduire à environ les distances de 35% effectuées en avion, et mettre en place une vraie réflexion sur le tourisme, sur les imaginaires, sur ce que nous on veut pour nos vacances, pour nos loisirs, et sur la solution des déplacements professionnels. Donc voilà, merci pour votre écoute. Bien, pour finir sur les thématiques, on va parler logement et la façon d'habiter dans une société bas carbone. Alors à gauche, je commence par la fin, par la conclusion, ça permettra d'aller plus vite, mais c'est pour vous présenter quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Tout le monde pense consommation du logement par le chauffage, donc c'est les 12% de gaz à effet de serre liés à l'usage du logement.
Mais il y a aussi 7% sur la construction. Et cette partie-là, on n'y pense pas nécessairement très souvent. Donc la partie usage, c'est ce qui est entre les courbes colorées et la courbe noire. Et la partie construction, c'est le bas. Et donc, vous voyez que la trajectoire sur laquelle on s'inscrit dans le plan de transformation de l'économie française, c'est une forte diminution des deux. Et l'élément à noter, on va voir comment on le fait, c'est une très forte diminution, en particulier sur la construction. Sur la droite, c'est, au-delà des chiffres qui ne sont pas nécessairement l'élément fondamental, c'est pour attirer votre attention sur la diversité dans le logement. Vous avez un mix de résidences principales, de résidences secondaires, vous avez un mix de maisons individuelles, d'habitat collectif, des propriétaires, des locataires à certains endroits. Les copropriétés, ça ne se rénove pas quand on parle de rénovation globale aussi facilement que des maisons individuelles. Donc il y a vraiment une complexité à traiter ce système. Et vous voyez que l'enjeu est quand même important, près de 20% des émissions françaises. Si on regarde un petit peu quelle a été l'évolution sur les 30 dernières années. La rénovation et l'amélioration des performances thermiques de l'habitat, c'est quelque chose qui a été très clairement dans le bon sens. Le contenu CO2 de l'énergie, c'est-à-dire le recours à des sources d'énergie moins émettrices de carbone, c'est-à-dire aller vers des pompes à chaleur et ces choses-là, ça permet de faire baisser le contenu en CO2 d'énergie. Le deuxième élément, c'est l'isolation thermique, donc des progrès d'isolation thermique, mais ces deux gros gains ont été compensés en bonne part par l'augmentation de la surface moyenne par personne. C'est aussi bien l'augmentation de la taille de logement que la résultante des divorces, d'une part, qui donnent lieu à avoir des plus gros besoins de surface, alors qu'il y a des enfants qui ne passent que la moitié du temps dans les appartements, mais aussi une faible mobilité quand les enfants partent de la maison pour reprendre des surfaces plus petites. Augmentation de la population, et voyez qu'au final, les émissions ont baissé de 16%, c'est-à-dire c'est quand même pas quelque chose d'important. À garder à l'esprit, c'est un sujet social très sensible, puisque le mal logement, les difficultés à se chauffer, c'est quelque chose de très significatif. Je ne rentre pas dans les détails, mais 12% des Français sont concernés par la précarité énergétique, et je ne reviens pas sur ce qui a été dit au départ sur la situation du coût de l'énergie. Si on regarde, on va prendre quatre axes différents. Faire preuve de sobriété dans la construction neuve. La courbe qu'on a au milieu, c'est l'augmentation annuelle du nombre de ménages en France. Et le haut, c'est le nombre de logements supplémentaires qui sont créés chaque année. Donc vous voyez qu'il y a plus de logements créés par an que de ménages qui se créent. On reviendra après sur les raisons de ça, mais l'objectif qu'on se fixe dans le plan de transformation de l'économie française, c'est de faire baisser la production de logements en suivant l'évolution démographique, parce que là c'est la démographie, on sait déjà ce qui va se passer jusqu'en 2050. On baisse, on a pris une hypothèse moyenne, on baisse de façon parallèle. Et vous voyez que ce qui baisse particulièrement, alors j'aurais pu l'expliciter, c'est logement collectif en bleu, en orange les maisons individuelles. Donc vous voyez qu'on compresse particulièrement les maisons individuelles qui sont plus consommatrices aussi bien en termes de chauffage qu'en termes de matériaux pour la construction. On a travaillé aussi sur différentes hypothèses, dont certaines qui sont plus ambitieuses, qui activent d'autres leviers, la réduction des surfaces par personne. La fluidification, c'est ce dont je parlais, qui consiste, quand la famille diminue en taille, et c'est très vrai dans le locatif où le marché est relativement difficile, donc on hésite à quitter son appartement pour aller ailleurs, et donc on se retrouve avec un appartement trop grand pour ses besoins. Donc fluidifier le marché, ça aiderait. Mutualisation, c'est le fait de dire, dans un habitat, dans une copropriété, pourquoi ne pas avoir une salle de réception qui, le jour où vous recevez, ou une chambre d'amis qui est mutualisée, ce qui évitera d'avoir des logements plus grands
Donc ça permettrait d'être encore plus ambitieux que ce qu'on a ici. Sur la différence entre le nombre de logements créés et le nombre de ménages, deux éléments. C'est les chiffres que vous avez en haut à gauche. C'est la création de résidences secondaires et de locaux vacants. Alors si on vous dit résidence secondaire, vous allez penser résidence au ski et ces choses-là. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça et de très loin. C'est aussi la maison de vos grands-parents qui, le jour où ils décèdent, devient soit vacante, soit une maison, une résidence secondaire qui, assez souvent, n'est pas remise sur le marché. Bon, évidemment, si c'est 150 mètres carrés rue Ozen, vous avez toutes les chances d'en refaire quelque chose. Si c'est dans un village au fin fond de l'Aveyron, vous n'allez pas nécessairement faire quelque chose. Et ce sont ces cartes sur l'artificialisation, on va reprendre, l'artificialisation des sols, avec les métropoles qui sont en forte croissance, et le taux de logement vacant. Alors vous avez entendu parler de l'expression de la diagonale du vide, et avec en particulier les zones rurales, où il y a des locaux vacants qui sont, pour la raison que je mentionnais tout à l'heure, beaucoup plus disponibles que dans les zones urbaines. On voit Toulouse très clair. C'est peu un enjeu. C'est quand même quelque chose de très important, puisque l'habitat neuf, ça représente quand même 2/3 de l'artificialisation des sols en France aujourd'hui. Donc être capable de mobiliser ces logements vacants et probablement de remettre en résidence principale une partie des résidences secondaires, ça pourrait contribuer à la sobriété des constructions. À droite, un exemple qui illustre que certaines, selon la variation de population, donc en décroissance ou en croissance, même quand certaines communes sont en décroissance, certaines continuent à artificialiser plus que la moyenne. Donc là, il y a des vertueux, il y a des beaucoup moins vertueux ici au niveau des collectivités, donc c'est une question de règles d'urbanisme à mettre en œuvre. La partie avec laquelle tout le monde est naturellement très familier, je vais passer très rapidement. Plan massif de rénovation des bâtiments. Je vais simplement insister sur un élément. On parle de rénovation énergétique globale. Évitez de faire la rénovation par petites tranches. L'isolation une année, les fenêtres l'année suivante, changer le chauffage. C'est moins efficace et plus coûteux. C'est plus difficile à mettre en œuvre une rénovation globale parce que généralement on ne peut pas rester dans l'appartement à ce moment-là, mais c'est ce qui est le plus efficace. Un des éléments, quand on parle d'1 million de rénovations par an, c'est considérable. Aujourd'hui, MaPrimeRénov', c'est 650 000 par an, mais on ne peut vraiment pas parler de rénovation globale. Pour information, le montant moyen a été divisé par 2 ces 2 dernières années et aux alentours de 3 500 €. Donc vous voyez, ce n'est pas une rénovation globale à 3 500 €, c'est 3 fenêtres et quelque chose de cet ordre-là. Un des enjeux, ça va être l'emploi. Avoir suffisamment de monde formé pour être capable de faire ces rénovations, et avec en particulier un passage d'un certain nombre de corps de métier, typiquement le gros œuvre dont on aura moins besoin pour aller vers de la rénovation. Décarboner la chaleur, c'est l'autre axe important. Aujourd'hui, si on regarde que ce soit sur l'individuel ou le collectif, tout ce qui est gaz et encore un petit peu fuel, c'est plus de 50% des logements qui sont sur ces énergies fossiles. C'est clair, vous l'avez entendu tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de continuer là-dessus. Donc ça va être un fort développement des pompes à chaleur. Pompes à chaleur parce que c'est électrique, ça a une efficacité, on ne parle pas nécessairement de rendement, mais d'efficacité énergétique de 3, donc c'est vraiment un très bon usage de l'électricité. Ça sera la tendance. Certains d'entre vous ont probablement le bois en tête. Le bois, on va arriver, voire on est déjà dans ce qu'on appelle un conflit d'usage, c'est-à-dire augmenter l'utilisation du bois dans le chauffage, ça va poser problème par rapport aux autres usages du bois et aux autres usages des sols. Donc là-dessus, on ne voit pas une augmentation forte de ce côté-là, mais on voit qu'on a le moyen, à horizon 2050, d'avoir totalement éliminé les fossiles, d'avoir un petit peu
de biogaz qui va demeurer pour des collectifs, par exemple, qui va être difficile de transformer autrement. Et un mix après de pompe à chaleur, que ce soit aérien ou par rapport au sol. Si on regarde côté consommation ce que ça donne en térawattheure, ben, l'électricité devient l'élément important. Et donc au niveau de gaz à effet de serre, c'est ce qui permet une performance et d'atteindre les objectifs. Si on combine l'ensemble des éléments présentés jusqu'à présent, donc les gaz à effet de serre, aujourd'hui, bien que ce soit la moitié des logements qui soient chauffés aux énergies fossiles, vous voyez que c'est la très grande majorité des émissions de gaz à effet de serre. On les réduit, on tombe au niveau de ce qu'on a aujourd'hui. Alors il faut garder à l'esprit que cette partie-là, c'est pour plus de logements qu'aujourd'hui, parce que vous avez vu que l'hypothèse qu'on fait, on continue à quand même construire des logements. On voit, c'est intéressant de se positionner en bleu. Vous avez la stratégie nationale bas carbone et on voit que l'ambition de cette stratégie nationale bas carbone est très très ambitieuse en termes de réduction. Si on voulait l'atteindre au niveau qui sont fixés, il faudrait aller plus loin dans les leviers supplémentaires dont j'ai parlé tout à l'heure, mutualisation, baisse de température et ce genre de mesures. Un autre élément, je vous ai dit que la construction est un des éléments importants de l'émission de gaz à effet de serre. Construire, ça prend beaucoup de matière. Maison individuelle, 1,4 tonne de matériaux par mètre carré habitable, le collectif un petit peu plus, et ça émet beaucoup de carbone par mètre carré également. La rénovation, en maison individuelle, c'est plus de 10 fois inférieur de rénover un mètre carré habitable que de construire du neuf. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Autrement dit, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, pour refaire quelque chose, c'est infiniment mieux. On peut se dire dans certains cas, ah, c'est trop vieux, vaut mieux raser, reconstruire du neuf. Sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment quelque chose d'important. En collectif, il y a un petit peu moins d'écart, on ne rentrera pas dans les détails, mais les rénovations sont plus complexes et plus consommatrices. La raison, ce qu'il faut voir aussi, c'est ces émissions de la construction. Vous voyez deux postes énormes, le béton et l'acier. Assez typique de nos modes de construction en France. Et là, on voit venir les usages de biomatériaux, que ce soit pour de la structure, donc du bois, ou pour de l'isolation avec des biomatériaux. Ça serait un moyen de faire baisser fortement les émissions des constructions. Quelques exemples où on voit que c'est une possibilité, mais ce n'est pas automatique, et c'est là où la formation des professionnels est importante. Voyez le béton, selon les systèmes constructifs, vous allez d'une performance où vous allez émettre 70 kg par mètre carré habitable à 300 kg par mètre carré habitable. Il y a beaucoup de dispersion là-dessus, donc les pratiques de la profession sont quelque chose à regarder. Si on regarde sur les matériaux isolants, quand même, on voit un certain nombre de choses entre la laine de roche, entre le polyuréthane, le polystyrène, qui sont les quatre plus gros, et les biomatériaux. Il y a vraiment un ordre de grandeur d'écart. C'est la performance équivalente. Je crois que c'est 5 watts, 5 mètres carrés Kelvin watt. L'équivalent, donc, le biomatériau est intéressant dans ce type d'usage. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur le logement. Quelques mots sur la présidentielle, si ça vous intéresse. Il y en a parmi vous qui comptent aller voter dimanche et qui ne savent pas nécessairement encore exactement qui. Nous sommes plusieurs dans la salle à avoir travaillé sur ce projet qui là n'est pas un projet du Shift Project, mais des shifters, donc des bénévoles. Quel quinquennat pour le climat. Ça a été un peu plus de 60 shifters sur un projet d'un peu plus de 2 mois. En réalité, c'est 2 mois avec le gros de l'équipe, mais ça avait commencé un petit peu avant Noël, en fait,
pour les porteurs du projet. Plus de 1000 mesures analysées. Un partenariat avec franceinfo.fr pour la publication. Donc ça a donné lieu mardi dernier, enfin il y a 10 jours, à la publication par France Info de leurs articles, avec l'analyse de l'ensemble des programmes, et donc pas seulement les mesures étiquetées écologiques, puisque c'est ce que vous avez vu dans notre approche ce soir, vérifier la cohérence de l'ensemble, c'est quelque chose qui était important pour nous dans l'approche du shift. Donc c'est l'ensemble des programmes et pas uniquement la partie écolo. C'est mettre en lumière les zones d'ombre. C'est très bien d'avoir des mesures, mais montrer les choses qui ont été oubliées. On a parlé de la difficulté à parler sobriété, on en reparlera un petit peu, ça fait partie des éléments. On a pris la stratégie nationale bas carbone comme référence, c'est une demande de France Info, pour être plus incontestable que le plan de transformation de l'économie française. Donc la stratégie nationale bas carbone, c'est une loi qui guide normalement notre trajectoire sur les années et décennies à venir. Et donc, ça a donné lieu à un article de décryptage, 12 articles candidats, 15 articles thématiques, le tout publié sur un site web spécifique que je vous invite à aller visiter, le site web des shifters, sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des articles assez fouillés. Synthèse vue de très haut, manque de gouvernance. Guillaume a parlé du besoin de gouvernance pour l'aéronautique, ça ne marchera pas autrement. À ce niveau-là aussi, au niveau français, l'ampleur est telle, la vitesse à laquelle il faut transformer est telle, qu'une gouvernance forte pour mener ça est indispensable. C'est assez souvent oublié par les candidats qui traitent les choses plutôt sous forme de thématiques isolées. J'ai parlé du logement avant, ça fait relativement consensus. Dire qu'il faut isoler, tout le monde est pour, ça crée de l'emploi, ça va économiser l'énergie, ça on est pour. L'aviation, c'est un petit peu plus difficile pour en parler, et là il y en a beaucoup moins qui assument, manger moins de viande, comme on a parlé de Brigitte. Là on le dit à demi-mot, mais ça fait partie des constats de la campagne. Les candidats ne mettent pas en avant ce que Quentin a présenté au départ, c'est-à-dire la vision complète du système énergétique. Est-ce qu'on est sûr que les besoins qu'on va avoir en énergie, selon les programmes de chacun, parce que dire qu'on n'est pas pour le renoncement à un certain nombre de trajets en voiture individuelle, c'est très bien, s'il y a assez d'énergie pour faire marcher les voitures électriques qu'on propose. Les candidats ne font pas cet effort de vérification que la production satisfait les besoins. L'accompagnement en emploi, on en a parlé sur l'aéronautique, on en a parlé sur le logement, il va y avoir des vraies questions de compétences, de transfert d'emploi, et ça fait partie des éléments assez peu traités par les candidats. J'ai parlé convergence sur bâtiments, véhicules électriques, les secteurs oubliés, la forêt, les déchets, l'emploi, c'est assez globalement oublié. On voit bien évidemment apparaître le clivage. Pendant très longtemps, il y a eu le clivage sur le nucléaire, mais aujourd'hui, il y a un clivage sur l'éolien également, qui fait polémique. Et on a quand même le sentiment que, pour beaucoup de candidats, ça se résume à cette pure question énergétique. Et vous avez vu ce soir que l'énergie est un des éléments, mais ce n'est pas la clé à tout. Il faudra de l'énergie, mais ce n'est pas là qu'est l'ensemble de la solution. Les questions d'équité sociale sont peu traitées en regard de la décarbonation, elles sont traitées de façon globale, mais la décarbonation va poser des questions particulières. Logement, sur les transports, sur ces choses-là. Le point à retenir de notre synthèse, les choix qui vont être à faire sont contraints par la physique, mais ce n'est pas la physique qui dicte les solutions qu'on va mettre en œuvre. Il y a des arbitrages politiques à faire. Quand on a commencé le projet, notre but c'était de mettre ces questions-là dans le débat. Sur ce point-là, on ne peut dire que on est déçu, c'est pas un sujet majeur de la campagne. Le débat n'a pas eu lieu. Oui, on a parlé nucléaire, oui, on a parlé éolienne, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup d'autres choses qui auraient dû être abordées d'au moins aussi importantes. Et ça n'a pas été cette occasion. Une visualisation ici synthétique dont l'auteur est présente dans la salle. On a eu de superbes graphes de faits qui vous donnent une vision par secteur et par secteur, secteur transverse et secteur. Vous retrouverez ça sur le site.
Très rapidement, d'autres visus pour donner un petit peu la teneur. Les différentes mesures qui sont proposées. Vous pouvez faire des mesures qui fixent un objectif. Neutralité carbone en 2050. Facile, mais est-ce que c'est une mesure, est-ce que c'est actionnable? Pas directement, ça fixe un cap, mais à peine plus. On peut donner des incitations, rendre plus cher ceci, rendre moins cher cela, prime à quelque chose. C'est ce qui est en vert là-bas. Et il y a l'obligation, les quotas carbone, les quotas transport, dont Guillaume a parlé, ou des choses comme ça. Ça fait partie des obligations. Vous voyez que selon les candidats, tout le monde n'actionne pas les mêmes leviers. Côté technologie, on sent que beaucoup de candidats sont très intéressés par les technologies. La sobriété, chez certains candidats, il y en a quand même beaucoup moins. La sobriété n'est pas le cœur du programme d'un certain nombre de candidats. Et quand on traite sobriété, comme je l'ai dit, c'est souvent euphémisé, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on est capable de baisser le nombre d'emballages en plastique, d'éteindre la lumière la nuit, mais la sobriété, ça va un petit peu plus loin que ça aussi. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire.